Le réveil sonne à 6 heures précises. Comme chaque matin depuis 8 ans, Élise Renaudin ouvre les yeux avant même que la mélodie stridente ne résonne dans son appartement du 11e arrondissement. Ses cheveux roux sombres échappent légèrement de la tresse qu'elle avait soigneusement réalisée la veille, et ses yeux verts balayent immédiatement la pièce pour vérifier que tout est à sa place. La routine d'Élise ressemble à une chorégraphie minutieusement répétée. Douche rapide, café serré, tailleur gris perle de chez COS soigneusement repassé. Elle attrape son agenda coloré, bleu pour les rendez-vous professionnels, rose pour les urgences, vert pour les tâches administratives, et vérifie une dernière fois sa planification. Réunion avec l'équipe marketing à 9 heures, présentation du budget trimestriel à 14 heures, appel avec les partenaires londoniens à 16 heures. Parfait, tout est sous contrôle. La pluie tambourine contre les vitres de son salon, transformant Paris en une aquarelle grise et floue. Élise fronce légèrement les sourcils en observant les gouttes qui dévalent le verre. La météo N n'était pas prévue au programme, mais elle s'y adaptera. Elle attrape son imperméable beige et son parapluie, puis vérifie une dernière fois son reflet dans le miroir de l'entrée. Chignon parfait, maquillage discret, escarpin à talons moyens bien cirés. L'ascenseur de son immeuble haussmannien l'attend au bout du couloir, fidèle compagnon de ses montées et descentes quotidiennes. Elle appuie sur le bouton du rez-de-chaussée tout en consultant ses messages professionnels sur son téléphone. 3 emails de son directeur, 2 rappels pour la réunion du matin, une confirmation pour le déjeuner d'affaires de jeudi. L'ascenseur S ébranle avec un léger grincement familier. Premier étage, rez-de-chaussée. Soudain, un soubresaut, puis le silence. Élise lève les yeux de son téléphone, surprise. Les boutons lumineux clignotent faiblement avant de s'éteindre complètement. Un frisson d'inquiétude remonte le long de sa colonne vertébrale. Elle appuie plusieurs fois sur le bouton d'appel d'urgence, mais aucun son ne résonne dans la cabine. « Parfait », murmure-t-elle entre ses dents, sentant déjà la frustration monter. Sa journée si parfaitement orchestrée commence à se fissurer. C'est alors qu'elle remarque qu'elle n'est pas seule. Dans le coin opposé de l'ascenseur, un homme se tient debout, silencieux. Comment a-t-elle pu ne pas le voir monter? Ses cheveux blonds foncés, légèrement ébouriffés, encadrent un visage aux traits doux, marqué par une barbe de 3 jours qui lui donne un air nonchalant. Il porte une chemise en lin froissé d'un blanc cassé et un jean sombre, comme s'il avait attrapé les premiers vêtements venus. Leurs regards se croisent. Ses yeux sont d'un bleu très clair, presque gris, et il semble porter une mélancolie que Élise ne sait pas déchiffrer. Il ne semble pas particulièrement inquiet de leur situation. Au contraire, il observe la cabine avec une curiosité presque amusée. « Bonjour », dit-il simplement, sa voix grave et posée contrastant avec l'agitation grandissante d'Élise. « Bonjour », répond-elle machinalement, avant de se tourner à nouveau vers le panneau de commande. Elle appuie frénétiquement sur tous les boutons, espérant déclencher une réaction miracle. L'homme la regarde faire quelques secondes, puis sort un carnet froissé de sa poche. Sans un mot, il s'assoit par terre, dos contre la paroi, et commence à dessiner. Élise le fixe, incrédule. Comment peut-il être si détendu dans une situation pareille? « Vous ne vous inquiétez pas ?» demande-t-elle, sa voix trahissant une pointe de énervement. Il lève les yeux vers elle, un léger sourire flottant sur ses lèvres. « Nous inquiéter ne fera pas repartir l'ascenseur plus vite. Autant attendre confortablement. » Élise sent ses joues s'empourprer. Cette désinvolture la déroute complètement. Elle, qui a bâti sa vie sur l'anticipation et le contrôle, se retrouve piégée avec un inconnu qui semble considérer cette situation comme une pause imprévue dans sa journée. Elle sort son téléphone pour appeler sa secrétaire, mais aucune barre de réseau n'apparaît sur l'écran. La panique commence à pointer le bout de son nez. Ses rendez-vous, sa présentation, sa réputation de ponctualité absolue. « J'ai une réunion très importante dans 1 heure, balbutie-t-elle, plus pour elle-même que pour son compagnon de fortune. Théodore, dit-il en levant à nouveau les yeux. Je m'appelle Théodore. Et vous? La question la prend au dépourvu. Dans son monde professionnel, les présentations suivent un protocole précis, nom, fonction, entreprise. Mais ici, coincée entre 4 parois métalliques avec un parfait inconnu, les codes habituels semblent soudain dérisoires. « Élise », répond-elle après une hésitation. Théodore hoche la tête et retourne à son dessin. Élise l'observe à la dérobée. Ses gestes sont fluides, précis, comme s'il sculptait l'air avant de poser son crayon sur le papier. Une odeur boisée et chaude émane de lui. Un parfum qu'elle ne reconnaît pas, mais qui lui évoque étrangement les forêts de son enfance dijonnaise. Le silence s'installe entre eux, ponctué seulement par le grattement du crayon sur le papier
et le bruit de la pluie qui continue de marteler les vitres de l'immeuble, quelque part au-dessus d'eux. Élise ferme les yeux et respire profondément. Pour la première fois depuis des années, elle n'a absolument aucun contrôle sur ce qui lui arrive, et c'est terrifiant. 20 minutes s'écoulent dans un silence presque religieux. Élise a cessé d'appuyer compulsivement sur les boutons et s'est résignée à s'asseoir sur son sac à main, dos contre la paroi opposée à celle de Théodore. Elle observe ses chaussures vernies, puis ses mains aux ongles parfaitement manucurés, puis finalement ce mystérieux inconnu qui continue de dessiner avec une concentration absolue. Le grattement régulier du crayon devient hypnotique. Malgré elle, Élise sent sa respiration se calmer progressivement. Pour la première fois depuis des années, elle n'a rien à faire, nulle part où aller, personne à qui rendre des comptes. Cette pensée la terrifie et la libère à la fois. « Qu'est-ce que vous dessinez ?» demande-t-elle finalement, surprise par sa propre curiosité. Théodore lève les yeux, semblant émerger d'une transe créatrice. Un sourire timide étire ses lèvres, la façade de l'immeuble d'en face. Je l'ai aperçu par la fenêtre du couloir avant de monter. Il tourne son carnet vers elle. Élise se penche légèrement pour mieux voir. Le dessin est saisissant de précision et de poésie. Chaque détail architectural est rendu avec une délicatesse qui transforme la banalité haussmannienne en œuvre d'art. Les balcons en fer forgé semblent presque vibrer sur le papier et les fenêtres racontent 1000 histoires silencieuses. « Vous êtes architecte » devine-t-elle. « Entre autres choses » répond-il avec une modestie qui l'intrigue. « Et vous ? Laissez-moi deviner. Quelque chose dans la finance ? Le consulting ?» Élise sourit malgré elle. « Gestion administrative. Mais comment vous... Votre façon de regarder votre montre toutes les 3 minutes, de vérifier votre téléphone, de calculer mentalement le retard que vous accumulerez. Vous vivez avec le temps comme avec un adversaire qu'il faut constamment maîtriser. Cette observation la déstabilise. Personne ne l'a jamais analysée avec une telle justesse en si peu de temps. Dans son entourage professionnel, elle est simplement Élise la rigoureuse, Élise l'efficace. Mais cet homme semble voir au-delà de sa façade parfaitement construite. « Et vous vivez comment avec le temps ?» contre-attaque-t-elle, plus par réflexe défensif que par réelle curiosité. Théodore referme son carnet et étire légèrement. Je le laisse passer. Il m'apprend des choses que je n'aurais jamais découvertes en courant après lui. « De toute façon, ça doit être agréable », murmure Élise avec une pointe d'amertume qu'elle n'arrive pas à dissimuler. « Ça ne l'a pas toujours été », répond-il doucement, et quelque chose dans sa voix fait comprendre à Élise qu'il y a une histoire derrière cette sérénité apparente. Un nouveau silence s'installe, mais il est différent du précédent, moins tendu, plus complice. Élise se surprend à détailler le visage de cet homme. Ses traits sont réguliers sans être conventionnels, marqués par une fatigue qui semble ancienne mais pas amère. Il y a quelque chose de paisible en lui qui contraste violemment avec l'agitation perpétuelle qui habite Élise. « Vous venez souvent ici ?» demande-t-elle, réalisant seulement maintenant qu'elle ne l'a jamais croisé dans l'immeuble. « Je rends visite à Madame Dubois, au 7e, ma grand-tante. Enfin, elle l'était. » Il marque une pause, ses yeux se voilant légèrement. « Je m'occupe de vider son appartement. » Élise sent une vague de compassion l'envahir, sentiment qu'elle s'efforce habituellement de réprimer. « Je suis désolé. Merci. Elle aurait adoré cette situation, » dit-il avec un rire un peu triste. Elle répétait toujours que les meilleures rencontres arrivent quand on ne les cherche pas. « Et vous y croyez ?» Théodore la regarde intensément, comme s'il pesait chaque mot. « J'essaie d'y croire à nouveau. » Cette réponse trouble Élise plus qu'elle ne voudrait l'admettre. Elle qui a toujours tout planifié, tout anticipé, se retrouve face à un homme qui semble naviguer à vue, guidé par une forme de foi qu'elle a perdue depuis longtemps. Soudain, un déclic métallique résonne dans la cabine. Les lumières se rallument, et l'ascenseur reprend sa descente avec un ronronnement familier. Élise se relève précipitamment, lissant sa jupe et vérifiant sa coiffure par réflexe. « Enfin !» soupire-t-elle, mais sa voix manque de conviction. Théodore se lève à son tour, plus lentement, et glisse son carnet dans sa poche. Les portes s'ouvrent sur le hall d'entrée, libérant les prisonniers de cette parenthèse inattendue. Élise s'avance vers la sortie, puis se retourne impulsivement. « Merci », dit-elle simplement. « Pourquoi ? Pour m'avoir appris à attendre. » Théodore sourit, et ce sourire la suit jusqu'à la rue, où la pluie a cessé de tomber sans qu'elle s'en aperçoive. 3 jours passent, 3 jours pendant lesquels Élise se surprend à penser à cet homme aux yeux gris-bleus et à son carnet froissé. Elle qui ne se laisse jamais distraire par des futilités, se retrouve à guetter inconsciemment l'ascenseur de son immeuble,
espérant secrètement une nouvelle panne. Cette pensée l'agace profondément. Le vendredi soir, épuisée par une semaine particulièrement intense, elle décide de faire quelque chose qu'elle n'a pas fait depuis des mois, flâner sans but précis. Ses pas l'amènent naturellement vers Montmartre, quartier qu'elle évite habituellement, le trouvant trop bohème, trop imprévisible pour ses goûts ordonnés. La lumière dorée du coucher de soleil transforme les ruelles pavées en décors de cartes postales. Élise remonte lentement la rue Le Pic, observant les façades colorées et les terrasses animées des bistrots. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne consulte pas son téléphone. C'est en passant devant un petit café à l'angle de la rue des Abbesses qu'elle l'aperçoit. Théodore est assis à une table en terrasse, seul, un verre de vin rouge à la main. Il contemple les passants avec cette même sérénité qui l'avait frappé dans l'ascenseur. Son carnet est posé devant lui, fermé cette fois. Élise hésite. Doit-elle l'aborder? Faire comme si elle ne l'avait pas vu? Son côté rationnel lui ordonne de continuer son chemin, mais quelque chose de plus profond, une curiosité qu'elle ne s'explique pas, la pousse vers lui. « Bonsoir Théodore », dit-elle en s'approchant de sa table. Il lève les yeux, et son visage s'illumine d'un sourire authentique qui réchauffe immédiatement l'atmosphère. « Élise, quelle merveilleuse surprise !» Il se lève galamment. « Vous habitez le quartier ?»« Non, je me promenais. » Cette réponse lui paraît étrange dans sa propre bouche. Élise Renaudin ne se promène jamais sans raison. « Parfait. Asseyez-vous, je vous en prie. » Il fait signe au serveur. « Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?» Élise s'installe face à lui, troublée par la facilité avec laquelle il l'accueille, comme s'ils étaient de vieux amis. « Un verre de vin blanc, merci. »« S'en sert », précise Théodore au serveur avec un clin d'œil vers Élise. « Vous avez une tête à aimer les vins de Loire. Comment pouvez-vous deviner ça ?» demande-t-elle, amusée malgré elle. « Votre élégance naturelle, votre raffinement discret, le Sancerre vous correspond, précis, délicat, sans artifice. » Élise rougit légèrement. Personne ne lui a jamais fait de compliments aussi subtils. Dans son monde professionnel, on apprécie son efficacité, sa rigueur, mais rarement sa féminité. « Et vous ?» demande-t-elle en désignant son verre. « Que révèle votre choix ?»« Côte-du-Rhône. » Il fait tourner le vin dans son verre. Un peu comme moi, authentique, parfois rugueux, mais avec une profondeur qu'on ne soupçonne pas au premier regard. Cette auto-analyse la fascine. Théodore semble se connaître avec une honnêteté désarmante, là où elle-même fuit souvent l'introspection. Le serveur apporte son verre. Le vin est effectivement délicieux, fruité et minéral à la fois. Elle ne peut s'empêcher de sourire. « Bien vu », reconnaît-elle. « Comment s'est passée votre semaine après notre aventure ?» demande-t-il. « Chargée, très chargée. » Elle marque une pause. « Mais j'ai repensé à ce que vous avez dit sur le temps. Et je crois que j'ai oublié comment faire autrement que courir. » Cette confession la surprend elle-même par sa sincérité. Théodore l'observe avec attention, sans jugement. C'est déjà un début de s'en rendre compte. Moi, j'ai eu besoin d'un électrochoc pour réapprendre à vivre lentement. Quel genre d'électrochoc? Son visage se voile légèrement. Perdre quelqu'un d'important, brutalement, ça remet tout en perspective d'un coup. Élise sent son cœur se serrer. Elle reconnaît cette douleur sourde dans sa voix, cette façon de parler de la perte sans la nommer directement. « Je suis désolée », murmure-t-elle. C était il y a 3 ans. Le temps guérit, même si les cicatrices restent. Il boit une gorgée de vin. Mais j'ai appris quelque chose d'important. On ne peut pas contrôler ce qui nous arrive, seulement notre façon d'y réagir. Cette philosophie résonne étrangement en Élise. Elle qui a construit sa vie entière sur l'illusion du contrôle, se retrouve face à quelqu'un qui a accepté de lâcher prise. « Comment vous faites ?» demande-t-elle sincèrement. « Je dessine, je regarde, j'y écoute. Je vis chaque moment comme s'il était unique, parce qu'il l'est vraiment. Autour d'eux, Montmartre s'anime de sa vie nocturne habituelle. Les terrasses se remplissent, les rires fusent, la musique échappe des bars environnants. Qu'Élise réalise qu'elle n'a pas pensé une seule fois à son agenda depuis qu'elle s'est assise. « Merci », dit-elle soudain. « Pourquoi cette fois ? Pour me rappeler que la vie existe aussi en dehors des plannings. » Théodore lève son verre vers elle. « À la vie imprévisible, alors. À la vie imprévisible, » répète-t-elle en trinquant, sans savoir encore à quel point cette soirée va bouleverser la sienne. Le samedi matin trouve Élise dans un état inhabituel d'agitation douce. Elle qui planifie habituellement ses week-ends avec la même rigueur que ses semaines de travail, se retrouve à contempler Paris depuis sa fenêtre, l'esprit ailleurs. Les images de la soirée de la veille défilent en boucle, le sourire de Théodore, sa façon de faire tourner le vin dans son verre, cette sérénité troublante qui émane de lui.
Son téléphone vibre. Un message de Camille. Brunch chez moi dans 1 heure. J'ai des croissants tout chauds et des potins croustillants. Élise sourit. Camille Léger est probablement la seule personne au monde capable de la faire sortir de chez elle un samedi matin sans prévenir. Leur amitié, née sur les bancs de l'université, a survécu à tout leur changement de vie. Là où Élise s'est rigidifiée dans ses certitudes professionnelles, Camille a gardé cette spontanéité colorée qui fait d'elle un rayon de soleil permanent. L'appartement de Camille, dans le 11e arrondissement, ressemble à son propriétaire, chaleureux, légèrement désordonné, rempli de plantes vertes et d'objets chinés. L'odeur de beurre et de pâte feuilletée accueille Élise dès l'entrée. « Tu as une tête bizarre », annonce Camille en guise de bonjour. Ses boucles brunes encore emmêlées par la nuit. Elle porte un pyjama en soie rose poudrée et des chaussons en forme de licorne. Combinaison qui ferait fuir Élise en temps normal, mais qu'elle trouve aujourd'hui étrangement réconfortante. « Bonjour à toi aussi », répond Élise en l'embrassant. « Non, sérieusement, tu as quelque chose de différent. Tes épaules sont moins tendues, et tu ne vérifies pas tes mails toutes les 30 secondes. Qu'est-ce qui t'arrive ?» Camille connaît Élise mieux que quiconque. Elle s'installe dans la cuisine ensoleillée, autour d'une table recouverte de vaisselle dépareillée mais charmante, croissants dorés, confiture de fraises maison, café fumant dans des tasses en céramique artisanale. « J'ai rencontré quelqu'un », lâche Élise avant même de réaliser qu'elle allait le dire. Camille manque de S étouffé avec sa gorgée de café. « Pardon ?» Élise Renaudin, la femme qui répète depuis 10 ans qu'elle n'a pas le temps pour les hommes. « Ce n'est pas ce que tu crois. Raconte-moi tout, immédiatement. » Élise hésite, puis se lance dans le récit de sa rencontre avec Théodore. L'ascenseur en panne, leur conversation, la soirée de Montmartre. Camille l'écoute avec une attention passionnée, ses yeux écarquillant progressivement. « Attends, tu me dis que tu es resté bloqué 1 heure avec un inconnu sans péter un câble, toi qui détestes l'imprévu ?» Il y avait quelque chose d'apaisant chez lui, comme s'il savait ralentir le temps. Et physiquement, Élise rougit légèrement, séduisant, d'une manière naturelle, pas dans le genre lisse et parfait que je fréquente d'habitude. « T'as le genre lisse et parfait que tu ne fréquentes jamais, tu veux dire », corrige Camille avec un sourire taquin. « Depuis quand tu ne m'as pas parlé d'un homme? 2 ans, 3, je suis concentré sur ma carrière. Tu es concentré sur tes peurs, oui. » Camille devient soudain plus sérieuse. « Élise, je te connais depuis 15 ans. Tu es brillante, belle, drôle quand tu te détends, mais tu t'es construit une prison dorée. Tu as si peur de dépendre de quelqu'un que tu t'es privé de tout lien authentique. » Cette observation frappe Élise en plein cœur. Camille a toujours eu ce don pour voir au-delà des apparences. Et si je me trompais sur lui? Et s'il me décevait? Et si tu passais à côté de quelque chose de merveilleux par peur de souffrir? Camille lui prend la main. « Ma chérie, regardez-moi. » Elle désigne son appartement, sa tenue décontractée, ses cheveux en bataille. « Je ne suis pas parfaite. Ma vie n'est pas parfaite. Mon travail à la pâtisserie me casse le dos. Je suis secrètement amoureuse de mon chef qui ne me voit même pas, et mes finances ressemblent à des montagnes russes. Mais je vis, Élise. Je ressens, j'espère. J'ai mal parfois, mais je vis vraiment. »« Tu es amoureuse de Julien ?» demande Élise, surprise par cette révélation. Camille sourit tristement. « Depuis 2 ans. Il est tellement passionné par ses créations, tellement intense, mais je ne suis qu'une employée parmi d'autres pour lui. » Camille. « Non, ne change pas de sujet. On parlait de ton mystérieux architecte. Tu vas le revoir. » Élise hésite. « Je ne sais pas. Je n'ai même pas son numéro. L'univers vous a fait vous rencontrer 2 fois en 1 semaine. Peut-être qu'il faut arrêter de réfléchir et commencer à faire confiance au hasard. Tu parles comme lui. Tu alors sais que c'est le bon, » dit Camille avec un clin d'œil. Elles terminent leur brunch dans une complicité retrouvée, Camille partageant ses dernières créations pâtissières et ses théories sur l'astrologie. Élise se laissant bercer par cette amitié simple et vraie. En repartant, elle emporte avec elle les mots de Camille et une question qui la suit jusqu'à chez elle. Et si, pour une fois, elle laissait la vie décider à sa place? Le lundi suivant, Élise quitte son bureau plus tôt que d'habitude. Une migraine tenace lui sert de prétexte, mais la vérité est plus complexe. Elle n'arrive plus à se concentrer. Chaque rapport qu'elle doit analyser lui évoque les dessins de Théodore. Chaque réunion lui rappelle sa façon posée de parler. En rentrant chez elle, elle croise Madame Fontaine, la gardienne de l'immeuble, qui sort justement de la loge avec un trousseau de clés à la main. « Ah, mademoiselle Renaudin, quel timing! Je monte justement au 7e pour vérifier que tout va bien avec le neveu de Madame Dubois. Il débarrasse l'appartement depuis 1 semaine.
Un homme charmant, très respectueux. Le cœur des Élise fait un bond. Le 7e étage. Théodore. Vous voulez que je vous accompagne? Propose-t-elle spontanément, se surprenant elle-même. Avec plaisir, ma chère. J'avoue que cette histoire me rend un peu mélancolique. 40 ans que Madame Dubois habitait ici. Une dame extraordinaire. Elles montent ensemble, Madame Fontaine racontant les anecdotes sur l'ancienne locataire, une femme indépendante, ancienne institutrice, qui recevait régulièrement son petit-neveu jusqu'à sa mort l'année dernière. Élise écoute d'une oreille distraite, son appréhension grandissant à chaque étage. Au 7e, la porte de l'appartement est entr'ouverte. Des voix filtrent de l'intérieur. Madame Fontaine frappe discrètement. « Monsieur Marchal, c'est Madame Fontaine. Entrez, je vous prie. » Il pénètre dans un appartement baigné de lumière, aux murs couverts de livres et de photographies. L'odeur de poussière et de souvenirs flotte dans l'air. Théodore apparaît depuis la cuisine, les manches retroussées, une caisse de vaisselle dans les bras. Il s'immobilise en apercevant Élise. « Élise !» s'exclame-t-il, son visage s'illuminant d'un sourire spontané. « Quelle surprise merveilleuse !»« J'accompagnais Madame Fontaine » explique-t-elle, soudain gênée par sa propre audace. « Tout se passe bien, Monsieur Marchal ?» demande la gardienne. « Vous avez besoin d'aide? Tout va très bien, merci. C'est un travail émotionnel, mais nécessaire. » Madame Fontaine éclipse après quelques politesses, prétextant d'autres obligations. Élise se retrouve seule avec Théodore dans cet appartement chargé d'histoire. « Je peux vous aider ?» propose-t-elle, ne sachant pas très bien pourquoi elle reste. « C'est gentil, mais vous n'êtes pas obligé. C'est particulier, comme situation. »« J'ai du temps, » ment-elle. Théodore l'observe un instant, comme s'il cherchait à comprendre ses motivations, puis acquiesce. « Dans ce cas, merci. J'avoue que c'est moins lourd à deux. » Ils travaillent côte à côte, triant les affaires personnelles de Madame Dubois. Livres de poésie, bibelots collectionnés au fil des années, correspondances jaunies. Théodore manipule chaque objet avec délicatesse, racontant parfois une anecdote liée à tel ou tel souvenir. Elle gardait tout, explique-t-il en montrant une boîte remplie de tickets de métro anciens. Chaque voyage était précieux pour elle, même le plus banal. Élise découvre un autre aspect de cet homme. Sa tendresse pour sa grand-tante, sa façon respectueuse de préserver sa mémoire, cette émotion contenue qu'il laisse parfois transparaître en tenant une photographie ou en lisant une lettre. « Vous étiez proche ?» demande-t-elle en l'aidant à emballer des livres. « Très, surtout ces dernières années. » Il marque une pause. « Après la mort de ma femme, c'est elle qui m'a rappelé que la vie valait encore la peine d'être vécue. » Cette révélation frappe Élise. Voilà donc la source de sa sérénité. Non pas l'absence de souffrance, mais sa transformation en sagesse. Elle devait être quelqu'un d'exceptionnel. Elle était indépendante, curieuse, généreuse. Un peu comme vous, d'ailleurs. Moi, s'étonne Élise. Cette force tranquille, cette intelligence, cette façon de garder ses distances tout en restant bienveillante. Élise ne sait que répondre. Personne ne l'a jamais décrite ainsi. Dans son entourage, elle est plutôt perçue comme froide, distante, professionnelle. Ils continuent leur tâche en silence, mais c'est un silence complice maintenant. Élise se sent étrangement à sa place dans cet appartement qu'elle ne connaît pas, aux côtés de cet homme qu'elle connaît à peine. En fin d'après-midi, Théodore sort une bouteille de vin rouge d'un placard. Bordeaux, 1995. Elle le gardait pour les grandes occasions. Il sourit tristement. Je pense qu'elle aurait aimé qu'on le partage aujourd'hui. Il s'installe sur le canapé recouvert d'un plaid tricoté main, 2 verres dépareillés à la main. Par les fenêtres, Paris étend sous la lumière dorée du soir. « Merci, dit Théodore, pour votre aide, pour être là, tout simplement. »« Merci à vous, répond Élise, pour m'avoir montré qu'on peut honorer le passé sans s'y enfermer. » Leurs regards se croisent, et quelque chose passe entre eux. Une compréhension silencieuse, une complicité qui dépasse les mots. Élise sent ses défenses s'effriter doucement, comme si cet appartement rempli d'amour et de souvenirs lui donnait enfin la permission de baisser la garde. Les jours suivants s'égrènent avec une douceur nouvelle pour Élise. Théodore et elle ont échangé leurs numéros, et leurs messages ponctuent désormais ses journées de travail. Rien d'envahissant. Une photo d'architecture parisienne le matin, une citation qu'il a lue, parfois simplement un « J'espère que votre journée se passe bien ». Ces petites attentions bouleversent l'ordre rigide de sa routine. Le vendredi soir, il lui propose une promenade nocturne dans Paris. Pour voir la ville sous un autre angle, écrit-il. Élise accepte sans réfléchir ce qui ne lui ressemble pas. Ils se retrouvent près de Notre-Dame,
encore en reconstruction mais toujours majestueuse dans la lumière des projecteurs. Théodore porte une veste en velours côtelé beige et son éternel jean. Élise a troqué ses tailleurs contre un pull en cachemire noir et un manteau long. Elle se sent différente, plus légère. « Vous savez pourquoi j'aime Paris la nuit ?» demande-t-il en l'entraînant vers les quais de Seine. « Dites-moi. » Parce que l'obscurité révèle l'essentiel. Les détails architecturaux qu'on ne remarque pas le jour prennent vie sous l'éclairage. Comme les gens, finalement. Ils longent la Seine, croisant des couples enlacés, des touristes émerveillés, des musiciens de rue. L'eau reflète les lumières de la ville, créant un second Paris aquatique et mouvant. « Vous pensez souvent en métaphore ?» demande Élise, amusée. Déformation professionnelle. Quand on passe sa vie à transformer des espaces, on finit par voir des symboles partout. Il s'arrête près du pont des Arts. Et vous, comment vous voyez le monde? En problèmes à résoudre, la plupart du temps, en objectifs à atteindre, en délais à respecter. Elle marque une pause. C'est moins poétique que votre vision, ce n'est pas moins valable. L'efficacité est une forme d'art aussi. Cette bienveillance constante déstabilise Élise. Elle n'a pas l'habitude qu'on valorise ses traits de caractère sans chercher à les modifier. Ils traversent vers l'île Saint-Louis, puis remontent vers le Marais. Leurs pas les mènent naturellement vers la place des Vosges, déserte à cette heure. Les arcades se dressent comme des sentinelles élégantes autour du square endormi. « Mon endroit préféré à Paris ?» murmure Théodore. « Parfait équilibre entre ordre et beauté, comme vous. » Élise s'arrête de marcher. Cette comparaison la trouble profondément. Théodore. « Oui, pourquoi moi ?» La question lui échappe. Vulnérabilité pure. « Pourquoi vous intéressez-vous à quelqu'un comme moi ?» Il la regarde avec une intensité nouvelle. « Parce que derrière votre perfection apparente, il y a quelque chose de fragile et d'authentique que vous cachez. Parce que vous me donnez envie de redécouvrir la beauté des choses simples. Parce que vous me faites me sentir vivant à nouveau. » Le cœur d'Élise s'emballe. Personne ne lui a jamais parlé ainsi. Dans la pénombre de la place, elle voit ses propres peurs reflétées dans les yeux de Théodore. Lui aussi a peur. Lui aussi prend des risques en s'ouvrant. « J'ai peur, avoue-t-elle dans un souffle. De quoi? De vous faire confiance, de me tromper, de souffrir. Moi aussi, j'ai peur. » Il s'approche d'elle lentement. « Mais j'ai encore plus peur de passer à côté de vous. » Leurs visages ne sont plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Élise peut sentir son souffle tiède, voir les reflets dorés dans ses yeux clairs. Le temps semble suspendu, comme dans l'ascenseur ce premier jour. « Élise, » murmure-t-il, une question dans la voix. Pour toute réponse, elle se hausse sur la pointe des pieds et pose ses lèvres sur les siennes. Le baiser est doux, hésitant d'abord, puis plus sûr. Toutes les défenses d'Élise s'effondrent d'un coup. Elle goûte le vin qu'il a bu au dîner, sent ses mains qui encadrent délicatement son visage, entend son cœur qui bat contre sa poitrine. Quand ils se séparent, le monde a changé. Paris scintille différemment autour d'eux, plus vivant, plus coloré. « Voilà », dit-elle, encore troublée par la sensation de ses lèvres. « Voilà », répète-t-il en souriant. Ils restent ainsi quelques instants, front contre front, savourant ce basculement. Élise réalise qu'elle vient de franchir une ligne qu'elle était jurée de ne jamais dépasser. Et pour la première fois depuis des années, cette perte de contrôle ne l'effraie pas. « On rentre ?» propose-t-il tendrement. « Pas encore », répond-elle, surprise par sa propre réponse. « J'aimerais rester encore un peu dans ce moment. » Théodore sourit et l'attire contre lui. Il s'installe sur un banc face aux arcades illuminées. Élise blottit contre son épaule, découvrant la douceur de l'abandon. 3 semaines ont passé depuis ce premier baiser sur la place des Vosges. 3 semaines pendant lesquelles Élise découvre une version d'elle-même qu'elle ne soupçonnait pas. Ces journées, autrefois rythmées par les seules exigences professionnelles, s'organisent désormais autour de leur rendez-vous. Un déjeuner volé entre 2 réunions, une promenade après le travail, des soirées entières passées à discuter dans de petits bistrots du Marais. Théodore la transforme sans même s'en rendre compte. Elle, qui ne supportait aucun imprévu, accepte maintenant ses invitations spontanées. Elle, qui programmait ses week-ends à l'avance, se laisse guider par ses envies du moment. Cette métamorphose l'effraie et l'enchante à la fois. Ce mardi matin, Élise arrive au bureau avec 20 minutes de retard, chose impensable il y a encore un mois. Elle avait prolongé sa nuit chez Théodore, endormie dans ses bras après avoir regardé un vieux film français en noir et blanc. Son assistant, Michel, lève les sourcils mais ne fait aucun commentaire. « Monsieur Rousseau souhaite vous voir immédiatement », annonce-t-il en lui tendant ses messages. Il a l'air enthousiaste,
Élise fronce les sourcils. Philippe Rousseau, directeur général de leur filiale française, n'est pas homme à manifester ses émotions facilement. Elle frappe à la porte de son bureau, l'esprit encore embrumé par la tendresse de sa nuit. Élise, entrez, entrez, asseyez-vous. Rousseau rayonne littéralement. J'ai une nouvelle extraordinaire à vous annoncer. Elle s'installe face à lui, tentant de retrouver sa concentration professionnelle habituelle. La direction londonienne vient de me contacter. Ils ouvrent une nouvelle filiale à Singapour et ils cherchent quelqu'un pour diriger toute la partie administrative et financière. Ils marquent une pause théâtrale. Ils vous veulent, Élise, vous, spécifiquement. Le cœur d'Élise fait un bond. Singapour, le poste dont elle rêve depuis des années, l'aboutissement de toute sa carrière. C'est merveilleux, balbutie-t-elle. N'est-ce pas? Directrice administrative régionale, salaire doublé, appartement de fonction, voiture avec chauffeur. Tout ce que vous avez toujours voulu. Rousseau se penche vers elle. Il y a juste un détail. Ils veulent une réponse rapidement. Le poste commence dans 6 semaines. 6 semaines. Élise sent le sol se dérober sous ses pieds. 6 semaines pour tout quitter. Pour abandonner Théodore au moment où elle commence enfin à s'ouvrir à l'amour. Combien de temps j'ai pour réfléchir? 1 semaine maximum. Mais franchement, Élise, quelle réflexion? C'est l'opportunité de votre vie. À 30 ans, devenir directrice régionale dans une multinationale, vous serez la plus jeune de l'histoire de l'entreprise. Élise acquiesce machinalement, mais son esprit est ailleurs. Elle pense aux mains de Théodore qui dessine ses rêves d'architecture, à sa façon de lui raconter l'histoire des bâtiments parisiens, à leur silence complice dans l'appartement de Madame Dubois. « Je vous donne ma réponse vendredi », dit-elle enfin. De retour dans son bureau, Élise ne parvient pas à se concentrer. Les chiffres dansent devant ses yeux, les rapports se mélangent. À 14 heures, elle reçoit un message de Théodore. « Envie de vous voir. » Café vers 17 heures, elle répond par l'affirmative, mais passe l'après-midi dans un état second. Comment lui annoncer cette nouvelle? Comment lui expliquer que sa carrière, qu'elle a construite pierre après pierre, risque de l'éloigner de lui au moment où ils découvrent leurs sentiments? Ils se retrouvent dans leur café habituel, près de l'hôtel de ville. Théodore l'accueille avec son sourire chaleureux, mais son expression change rapidement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demande-t-il en lui prenant la main. Élise hésite, puis se lance. « On m'a proposé un poste, à Singapour, un poste fantastique, le rêve de ma vie professionnelle. » Le visage de Théodore se ferme légèrement. « C'est merveilleux, vous le méritez, Théodore. » « Quand ? » ?»« Dans 6 semaines. Si j'accepte. » Un silence pesant s'installe entre eux. Théodore retire sa main, s'adosse à sa chaise. Dans ses yeux, Élise lit une résignation qui lui brise le cœur. « Vous allez accepter, évidemment, dit-il finalement. Je ne sais pas. Élise, on se connaît depuis à peine 2 mois. Cette opportunité, vous l'attendez depuis des années. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?» Il la regarde longuement et elle voit passer dans ses yeux toute la tristesse du monde. « Je pense que je n'ai pas le droit de vous demander de choisir entre votre avenir et nous. » Cette réponse, si noble soit-elle, déchire Élise. Elle aurait voulu qu'il se batte, qu'il lui dise qu'elle comptait plus que sa carrière, mais Théodore reste fidèle à lui-même, généreux, désintéressé, incapable de peser sur ses décisions. « 6 semaines, répète-t-elle comme pour s'habituer à cette échéance. « 6 semaines, confirme-t-il. Nous verrons bien ce que nous réserve le destin. » Mais dans sa voix, Élise entend déjà l'écho d'un adieu. Ils se séparent ce soir-là avec une tendresse empreinte de mélancolie, chacun comprenant que quelque chose vient de se briser entre eux, même si aucun n'ose encore l'admettre. Les jours suivants passent dans une tension palpable. Élise et Théodore se voient moins, leurs messages deviennent plus espacés, plus formels. Chacun semble préparer l'autre à leur séparation inévitable, mais aucun n'ose aborder le sujet de front. Elle, échéance du vendredi approche inexorablement. Élise passe ses nuits à tourner dans son lit, pesant le pour et le contre. D'un côté, Singapour représente tout ce pourquoi elle s'est battue. Reconnaissance, indépendance financière, pouvoir. De l'autre, il y a Théodore et cette découverte bouleversante de l'amour véritable. Le mercredi soir, n'en pouvant plus de cette incertitude, elle décide de se confier à Camille. Elle se retrouve dans l'appartement de son amie, autour d'une tisane et de macarons que Camille a rapportés de la pâtisserie. « Tu es en train de te torturer pour rien », déclare Camille, après avoir écouté le récit d'Élise. « La vraie question n'est pas « que dois-je choisir ?» mais « qu'est-ce qui me rendra heureuse ?» Ma carrière m'a toujours rendue heureuse. « Vraiment ?»
Camille la regarde avec intensité. Est-ce qu'elle t'a seulement donné l'illusion de contrôler ta vie? Cette question frappe Élise comme une gifle. Tu penses que je fuis. Je pense que tu as peur de dépendre de quelqu'un émotionnellement, exactement comme quand ton père est parti. Tu avais 10 ans, et tu t'es juré que plus jamais personne ne pourrait t'abandonner. Alors tu es devenue celle qui parle la première. Élise sent les larmes monter. Camille vient de mettre le doigt sur une vérité qu'elle refuse de voir depuis des années. Et si je reste, et qu'il me quitte? Et si je sacrifie ma carrière pour quelqu'un qui ne m'aime pas assez pour se battre? Et s'il t'aime justement assez pour ne pas vouloir t'entraver? Rétorque Camille doucement. Le lendemain, Élise ne peut plus supporter cette situation. Elle décide d'aller voir Théodore pour crever l'abcès, pour avoir enfin une conversation honnête sur leurs sentiments réels. Elle se rend directement chez lui, dans son petit appartement de Belleville qu'elle n'a visité qu'une fois. Théodore ouvre la porte, surpris de la voir sans prévenir. « Élise, tout va bien ?»« Non, rien ne va. Il faut qu'on parle. Vraiment. » Il la fait entrer dans son salon épuré, aux murs couverts de ses dessins d'architecture. Une odeur de thé noir flotte dans l'air. Ils s'installent face à face, mais pour la première fois depuis qu'ils se connaissent, Théodore évite son regard. « Pourquoi vous ne me demandez pas de rester ?» Attaque Élise directement. Théodore semble surpris par la brutalité de la question. « Parce que je n'en ai pas le droit? Ou parce que vous ne tenez pas assez à moi ?» Élise? Non, laissez-moi finir. Depuis qu'on se connaît, vous me dites que vous avez appris à lâcher prise, à accepter ce qui arrive. Mais là, vous lâchez prise sur nous, avant même qu'on ait essayé de se battre. Les yeux de Théodore se voilent de tristesse. Vous voulez la vérité? La vraie? Oui. Il se lève, marche vers la fenêtre, lui tourne le dos. J'ai peur. Peur de vous demander de rester et de découvrir que votre carrière compte plus que moi. Peur de revivre ce que j'ai vécu il y a 3 ans. Votre femme? Il acquiesce silencieusement. Ludivine était ambitieuse, comme vous, brillante, déterminée. Elle avait décroché un poste de direction à Londres. On devait partir ensemble, refaire notre vie là-bas. Sa voix se brise légèrement. L'accident a eu lieu 3 jours avant notre départ. Elle revenait d'un dernier rendez-vous professionnel. Élise sent son cœur se serrer. Elle comprend maintenant la source de sa résignation. Vous pensez que si vous me demandez de rester, il m'arrivera quelque chose. Je pense que si je vous empêche de saisir cette opportunité, vous finirez par me le reprocher, et je ne supporterai pas de voir l'amour se transformer en ressentiment. Élise s'approche de lui, pose sa main sur son épaule. « Théodore, regardez-moi. » Il se retourne lentement. Ses yeux sont humides. « Je ne suis pas Ludivine. Et vous n'êtes pas responsable de sa mort. Je sais, mais... Et si je vous disais que j'avais envie de rester? Que pour la première fois de ma vie, j'ai envie de choisir l'amour plutôt que l'ambition. » L'espoir illumine brièvement le visage de Théodore, puis s'éteint. Vous le regretteriez. Comment pouvez-vous en être si sûr? Parce que j'ai appris à reconnaître les gens qui ont besoin de conquérir le monde pour se prouver qu'ils existent. Cette phrase blesse Élise plus qu'elle ne l'aurait imaginé. C'est comme ça que vous me voyez? C'est comme ça que vous vous voyez vous-même. Le silence qui suit cette révélation est assourdissant. Élise réalise que Théodore la connaît peut-être mieux qu'elle ne se connaît elle-même, et que cette lucidité, loin de la rapprocher de lui, creuse un fossé entre eux. Elle repart ce soir-là avec plus de questions que de réponses, et l'échéance du vendredi qui se rapproche inexorablement. Le vendredi matin arrive comme un coup près. Élise se réveille avec la sensation d'avoir à peine dormi, l'esprit encore embrumé par les révélations de la veille. Les mots de Théodore résonnent dans sa tête. J'ai appris à reconnaître les gens qui ont besoin de conquérir le monde pour se prouver qu'ils existent. Elle se prépare mécaniquement, enfile son tailleur gris le plus strict, comme une armure. Dans le miroir, elle reconnaît à peine la femme qui, quelques semaines plus tôt, découvrait la douceur de s'endormir dans les bras d'un homme. Au bureau, Michel l'accueille avec un sourire nerveux. « Monsieur Rousseau vous attend dans 10 minutes. Il a préparé tous les documents pour Singapour. » Élise acquiesce et s'enferme dans son bureau. Sur sa table, le dossier de mutation l'attend, épais, officiel, représentant des années de travail et d'ambition. À côté, son téléphone affiche 3 messages non lus de Camille, mais aucun de Théodore. Elle ouvre le premier message de son ami. « Alors, tu as parlé avec lui ?» Le deuxième. « Élise, réponds-moi, je m'inquiète. » Le troisième. « Envoyé ce matin. Quoi que tu décides, assure-toi que c'est ton choix, pas celui de tes peurs. » Élise range son téléphone et se dirige vers le bureau de Rousseau, le pas lourd mais décidé. « Élise !» s'exclame son directeur en la voyant entrer. « Le grand jour, j'ai contacté Londres ce matin. Ils sont impatients d'avoir votre réponse.
Alors, Élise s'assoit face à lui, croise les mains sur ses genoux. « J'accepte. » Les mots sortent de sa bouche avant même qu'elle réalise qu'elle les a prononcés. Rousseau exulte, se lève pour lui serrer la main, parle déjà de calendrier et de formalité. Mais Élise ne l'entend plus. Une bulle de silence s'est formée autour d'elle. « Parfait. Londres sera ravie. Ils comptent organiser votre arrivée pour dans 4 semaines maintenant. Le temps de finaliser votre visa et... Élise, vous m'écoutez ?» Elle cligne des yeux, revient à la réalité. « Pardon, oui, 4 semaines. Parfait. » Le reste de la journée passe dans un brouillard administratif. Contrats à signer, procédures à enclencher, collègues à prévenir. Élise exécute chaque tâche avec un professionnalisme automatique, mais son cœur n'y est pas. En fin d'après-midi, elle reçoit un message de Théodore. « J'ai appris la nouvelle par Madame Fontaine. Elle a croisé votre ami Michel dans l'ascenseur. Félicitations. » Ce message, si distant et poli, lui fait plus mal que toutes les disputes du monde. Elle lui répond « Merci ». Puis elle ajoute, après une longue hésitation, « J'aimerais vous voir, une dernière fois. » La réponse arrive 1 heure plus tard. Bien sûr. Ce soir, 20h, place des Vosges. Cette proposition la bouleverse. Il a choisi l'endroit de leur premier baiser pour leurs adieux. Théodore a toujours eu le sens des symboles. À 20h précises, elle le trouve assis sur leur banc habituel. Il porte son manteau en laine sombre, ses cheveux sont plus ébouriffés que d'habitude, comme s'il y avait passé la main plusieurs fois. Il ne sourit pas quand il la voit arriver. « Bonsoir », dit-elle en s'asseyant à côté de lui, gardant une distance respectueuse. « Bonsoir. »« Alors, c'est fait ?»« C'est fait. Je pars dans 4 semaines. » Il hoche la tête, regarde les façades illuminées des arcades. « Vous avez bien fait. Vraiment. Vraiment. » Il se tourne vers elle. « Vous auriez fini par me détester si vous aviez renoncé à cette opportunité pour moi. Comment pouvez-vous en être si certain ? Parce que je vous connais, Élise. Mieux que vous ne voulez l'admettre. Sa voix est douce mais ferme. Vous êtes faite pour diriger, pour construire, pour conquérir, pas pour vous contenter d'une petite vie tranquille avec un architecte mélancolique. » Ces mots lui font l'effet d'une gifle. Une petite vie tranquille? C'est comme ça que vous voyez ce qu'on aurait pu avoir? Non. Il la regarde intensément. Je vois quelque chose de merveilleux, de précieux, mais pas fait pour vous. Pas maintenant. Peut-être pas jamais. Élise sent les larmes monter. Et si vous vous trompiez? Et si J était en train de faire la plus grosse erreur de ma vie? Alors vous reviendrez. Il sourit tristement. Paris ne bougera pas. Moi non plus. Vous m'attendrez? Je ne vous demande pas de m'attendre, Élise. Ne me demandez pas la même chose. Cette réponse, si juste soit-elle, lui brise le cœur. Elle comprend que Théodore, dans sa sagesse douloureuse, est en train de la libérer de toute culpabilité, de tout regret. Il lui offre une sortie propre, sans chantage affectif. « Je vous aime », dit-elle soudain, les mots lui échappant. « Je sais. » Et il prend sa main, la serre doucement. « Moi aussi, je vous aime. C'est pour ça que je vous laisse partir. » Ils restent ainsi quelques minutes, main dans la main, savourant une dernière fois cette complicité qui les a unis. Puis Théodore se lève, se penche vers elle et dépose un baiser léger sur son front. « Soyez heureuse à Singapour, Élise. Vous le méritez. » Il s'éloigne sans se retourner, disparaissant sous les arcades, comme un fantôme élégant. Élise reste seule sur le banc, regardant l'endroit où il a disparu, réalisant qu'elle vient de dire adieu à l'amour de sa vie. 3 semaines ont passé depuis cette soirée sur la place des Vosges. 3 semaines pendant lesquelles Élise a organisé méticuleusement son départ. Résiliation de bail, emballage de ses affaires, transfert de dossiers. Sa vie parisienne se démonte pièce par pièce, rangée dans des cartons étiquetés avec sa précision habituelle. Mais quelque chose cloche. Cette excitation qu'elle attendait face à ce nouveau défi ne vient pas. Chaque formalité accomplie lui pèse comme un fardeau. Chaque au revoir lui arrache un morceau de âme. Ce vendredi soir, veille de son départ, Camille organise une soirée d'adieu dans son appartement. Quelques collègues, des amis d'université, l'ambiance est chaleureuse, mais Élise se sent spectatrice de sa propre vie. « Tu es sûre que ça va ?» lui demande Camille en la prenant à part. « Tu as l'air absente. Je suis fatiguée. C'est normal avant un si grand changement. » Élise, Camille la regarde intensément. Il n'est pas trop tard. Pourquoi? Pour changer d'avis, pour admettre que tu fais peut-être une erreur. Élise secoue la tête. J'ai signé, Camille. L'appartement de fonction m'attend. Elle équipe aussi. Je ne peux pas faire faux bond maintenant. Tu peux tout faire. C'est ça, être adulte. Ces mots suivent Élise jusqu'à chez elle. Dans son appartement à moitié vide, elle tourne en rond, incapable de trouver le sommeil. À 3 heures du matin,
Elle sort sur son balcon. Paris étend devant elle, illuminé et vivant malgré l'heure tardive. Pour la première fois depuis des semaines, elle laisse son esprit dériver vers Théodore. Que fait-il en ce moment? Pense-t-il à elle? L'absence de tout contact depuis leurs adieux la ronge, plus qu'elle ne voudrait l'admettre. Le lendemain matin, jour J, elle charge ses dernières valises dans le taxi qui doit l'emmener à Roissy. L'avion décolle à 14 heures. Dans quelques heures, elle sera dans les airs, direction sa nouvelle vie. Mais alors que le taxi s'engage dans les embouteillages du périphérique, une évidence la frappe comme la foudre. Elle repense à ces dernières semaines, les journées interminables au bureau pour fuir ses pensées, les nuits blanches à retourner ses doutes, cette sensation constante de être en décalage avec elle-même. « Arrêtez-vous » crie-t-elle soudain au chauffeur. « Pardon, madame ? Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Je dois descendre. » Le chauffeur se gare sur la bande d'arrêt d'urgence, perplexe. Élise sort ses valises, règle la course et se retrouve au bord du périphérique, ses bagages à ses pieds, regardant les voitures filer vers l'aéroport. Son téléphone sonne. Rousseau. « Élise ? Tout va bien ? Elle, équipe de Londres, vous attend à l'aéroport de Singapour dans quelques heures. Monsieur Rousseau. Je ne peux pas. Comment ça, vous ne pouvez pas? Je ne peux pas partir. Je suis désolé, vraiment désolé, mais je ne peux pas. Un silence stupéfait à l'autre bout du fil. Élise, vous réalisez ce que vous êtes en train de faire? Oui. Pour la première fois depuis des années, je sais exactement ce que je fais. Elle raccroche. Elle a un taxi qui passe et donne une adresse que son cœur connaît par cœur, Belleville. Le trajet lui semble interminable. Et si Théodore N n'était pas chez lui? Et s'il refusait de la voir? Et si elle arrivait trop tard? Devant son immeuble, elle hésite. Ses valises l'encombrent. Elle est essoufflée, décoiffée, ridicule. Mais elle monte les escaliers 4 à 4. Elle frappe à sa porte, le cœur battant. Pas de réponse. Elle insiste. Toujours rien. « Il est parti », dit une voix derrière elle. Élise se retourne. Une voisine âgée la regarde avec curiosité. « Parti ? Ce matin, très tôt, avec une grosse valise. Il m'a dit qu'il allait réfléchir quelque temps. Le monde écroule autour d'Élise. Elle est arrivée trop tard. Mais soudain, un détail lui revient. Montmartre. L'appartement de Madame Dubois. Il lui a dit qu'il devait finir de le vider. Elle court dans les rues, tirant ses valises, bousculant les passants. L'ascenseur de son ancien immeuble l'amène au 7e étage. La porte est entr'ouverte. « Théodore » appelle-t-elle en entrant. Il apparaît depuis la cuisine, une dernière caisse dans les bras. Il s'immobilise en la voyant, ses yeux s'écarquillent. « Élise, mais votre avion ?»« Je n'ai pas pu. » Elle avance vers lui, tremblante. « Je n'ai pas pu partir. » Parce que vous aviez tort. Tort? Oui. Elle pose ses mains sur ses joues. Vous pensiez que j'avais besoin de conquérir le monde pour exister? Mais j'ai compris quelque chose. J'ai besoin de vous pour vivre. Élise. Non, laissez-moi finir. Ses yeux se remplissent de larmes. J'ai passé ma vie à avoir peur de dépendre de quelqu'un. Mais dépendre de vous, ce n'est pas une faiblesse. C'est choisir l'amour plutôt que la peur. C'est choisir de vivre vraiment. Théodore pose sa caisse, s'approche d'elle lentement. « Et votre carrière? Ma carrière attendra, ou pas. Mais vous, nous, c'est maintenant, ou jamais. » Il la prend dans ses bras, la serre contre lui avec une force qui la bouleverse. « J'ai eu si peur que vous partiez vraiment, » murmure-t-il contre ses cheveux. « Moi aussi. » Elle se blottit contre lui. « Plus jamais on ne se laisse partir. » Ils s'embrassent au milieu de l'appartement vide, entouré de cartons et de souvenirs, mais rempli d'avenir. Dehors, Paris les attend, complice de leur amour retrouvé. Parfois, il faut perdre sa route pour trouver sa voie. Parfois, il faut choisir son cœur plutôt que sa tête. Et parfois, l'ascenseur de la vie nous offre exactement la personne dont on a besoin au moment où on s'y attend le moins. Fin. Et vous, avez-vous déjà dû choisir entre l'amour de votre vie et l'opportunité professionnelle de vos rêves? Comme Élise, nous nous trouvons souvent à cette croisée des chemins impossibles. Suivre le cœur ou suivre l'ambition? Que feriez-vous à sa place? Monteriez-vous dans l'avion pour Singapour ou courriez-vous retrouver Théodore? Racontez-nous dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu un dilemme similaire? Avez-vous choisi l'amour ou la carrière? Avez-vous regretté votre décision ou était-ce le meilleur choix de votre vie? Votre participation à la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer.
Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.